Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Merci de votre fidélité à Radio Notre-Dame. Très belle matinée à tous. Prochain point sur l'actualité, ce sera à 8h avec le Flash Info et à 8h30 avec l'actualité internationale dans le journal de Radio Vatican. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger ou réécouter tous nos programmes, nos chroniques et nos émissions sur notre site www.radionotre-dame.com. 7h35 comme tous les matins, le grand témoin avec vous, Louis Dauphren. Le grand témoin. Louis Dauphren. On se lamente à bon droit sur des phénomènes présentés comme des catastrophes écologiques. La COP21 nous a rappelé d'ailleurs l'urgence d'une mobilisation. On se préoccupe ainsi des météores, l'air que l'on respire, la pluie ou le froid qui ne viennent pas, tout ce qui peut remettre en cause notre mode de consommation. On n'intègre pas dans l'écologie ce qui abîme notre regard, la laideur de l'architecture par exemple. À titre personnel, j'y suis extrêmement sensible. Ou le rouleau compresseur des images sur une société droguée à l'érotomanie publicitaire. C'est déjà un aspect peut-être également assez sensible, mais qui est extrêmement présent. Après tout, on pourrait intégrer dans l'écologie des sujets comme la pornographie dont on va parler ce matin. Puisque le temps du carême nous invite à nous retirer au désert, à prendre de la distance, eh bien on va essayer de prendre de la distance justement par rapport à ce déferlement d'images qui touche pas seulement les plus jeunes et qui ne touche pas seulement les non-catholiques. Avec deux invités pour en parler qui vont très largement se compléter ce matin. Tebaldo Vinciguerra, qui est italo-français et chargé des questions d'écologie au Conseil pontifical Justice et Paix. Il publie La pornographie, qu'en dit l'Église. C'est aux éditions PRTECI. C'est 2 ans de travail, il y a 3 cardinaux qui se sont mis sur le sujet. C'est dire si peut-être ce travail fera date. En tout cas, c'est l'occasion pour nous d'en parler et de voir quelle est la parole de l'Église sur le sujet. Bonjour Tebaldo Vinciguerra. Bonjour. Je précise que vous êtes laïque quand même, c'est important. Laïque, père de famille. Voilà. Vous avez combien d'enfants ? 2 et dans 2 mois, 3. Voilà. Vous vivez à Rome la plupart du temps. À Rome, exactement. Et puis Thérèse Argot, qui est bien connue quand même de notre antenne, puisque vous avez été chroniqueur sur notre antenne. Bonjour Thérèse. Bonjour. Vous publiez chez Albin Michel Une jeunesse sexuellement libérée, ou presque. Vous étiez au Grand Journal, paraît-il, hier soir. Je ne vous ai pas regardé. C'est bien passé ? Oui, on a beaucoup ri. Beaucoup. C'était sur le sujet quand même. Alors, on a parlé un petit peu du sujet, mais j'étais à côté de Eric et Ramzy, qui sont 2 humoristes, donc j'ai beaucoup rigolé. Voilà. Mais on dit des choses à travers l'humour. Oui. C'est un mode de consommation très efficace. Voilà. Et puis en même temps, pour moi, c'était très fort. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Denis l'a tweeté d'être sur Canal+ hier soir et de pouvoir dénoncer la pornographie. Je pense que quand même, ça valait le coup d'y aller. Symboliquement, c'était très fort, en tout cas, de pouvoir le faire. Voilà. Vous êtes sexologue, oui. Sur Anal+, comme on l'appelait à une certaine période. Oui, mais c'est ça le problème. C'est que il y a encore un porno sur Canal+. Oui, je pense bien. Et puis il y a encore des émissions, voilà, une espèce de porno chic. Est-ce qu'il y a une espèce de sous-catégorie. Mais bien sûr qu'en tout cas, Canal+ a quand même démocratisé la pornographie. Et la plupart des auditeurs, quand ils étaient enfants, connaissaient la pornographie au travers de Canal+. Ce qui n'est plus aujourd'hui le cas, puisque la pornographie s'est totalement démocratisée par Internet, qui est disponible partout, à tout moment, sur tous les smartphones, ordinateurs portables. Et donc, ça a changé notre rapport à ces images pornographiques. Maintenant, c'est en libre service, c'est do it yourself. Alors justement, puisque vous le dites, vous êtes attaqué par Canal+, paraît-il, le marché de la pornographie n'a pas été mis en péril par la gratuité de la pornographie. C'est-à-dire qu'il y a toujours un marché, il y a toujours un énorme business lié à cette activité-là, malgré le gratuit. Ce n'est pas le cas, on pourrait se dire la presse souffre du gratuit. Ce n'est pas le cas de la pornographie. Tebaldo Vinciguerra, vous avez un point là-dessus ? Non, probablement pas. Le monde du gratuit est souvent une première passerelle vers un consommateur qui, tôt ou tard, sera intéressé par du matériel peut-être en meilleure qualité, en meilleure résolution, qui ira vers un site payant au téléchargement avec des abonnements mensuels. Mais le monde gratuit est aussi un grand vecteur au niveau de la communication, de la publicité. Du coup, là aussi, il y a des volumes d'informations, des volumes de bandes, des intérêts à avoir un certain transit de consommateurs, ce qui fait que la pornographie payante s'accommode très bien d'Internet gratuit et même l'encourage. Combien de sites encouragent le « faites-le vous-même, allez-y, nous hébergeons des réalisations d'amateurs ». Du coup, certainement, le monde payant met à disposition du monde gratuit des outils, des possibilités, des plateformes pour se développer. Et on dit que le net vit très largement de la pornographie. C'est vrai, Thérèse, oui. Sans le net, sans la pornographie, le net existerait moins. En tout cas, ça fait partie des recherches les plus souvent... les plus grandes recherches sur Internet, quand même, les images pornographiques. Oui, et ce qui est vraiment très intéressant à constater, ce sont certaines analyses
publiés par des pare-feux, c'est ce genre de logiciel que des adultes peuvent installer sur leur ordinateur, qui montrent comment le pare-feu va arriver à filtrer des contenus violents, racistes, des jeux de hasard, des jeux payants et de la pornographie. Et dans tout cela, la pornographie est la première catégorie de contenu filtré par les pare-feux lorsque des personnes y vont exprès. Mais encore plus intéressant, la pornographie reste la première catégorie de matériel filtré par les pare-feux sans que les gens la cherchent explicitement. Du coup, si vous cherchez Madonna, vacances, Égypte, etc., vous avez de plus en plus des possibilités d'avoir dans la première ou la deuxième page de vos résultats Google du matériel pornographique alors que vous ne le demandez pas. Et qui choisit cela ? Il n'y a pas vraiment une personne qui est là derrière, c'est plutôt une façon de concevoir des logiciels qui va permettre de hameçonner des personnes et de les renvoyer vers du matériel pornographique. Là encore, un volume, un intérêt commercial. Alors, j'ai oublié de préciser, Thérèse Argot, vous êtes au lycée, au collège Stanislas, où En plus, oui. vous officiez en quelque sorte auprès des jeunes pour traiter de toutes ces questions. Oui, enfin ça c'est depuis 2 ans et demi que donc mon activité d'éducation, elle s'ancre particulièrement dans cet établissement, mais aussi dans d'autres établissements scolaires. Et ça fait à peu près 12 ans quand même, parce que j'ai commencé très jeune à intervenir auprès des jeunes. Donc mon livre est le condensé de 12 années d'expérience auprès des adolescents. On disait, donc, on fait des recherches qui n'ont rien à voir avec la question de la pornographie et on peut tomber sur des images pornographiques. Et ça, je pense que les parents qui nous écoutent, vous devez vraiment bien l'entendre. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, les enfants, parce que quand ils ont 7, 8, 9 ans, on est tous d'accord pour dire que ce sont des enfants, ils vont faire des recherches sur Internet et ils risquent de tomber sur du contenu pornographique. Et moi, ce que j'observe, c'est que parmi la jeune génération, la quasi-totalité d'entre eux sont tombés sur des images pornographiques sans en avoir formulé le consentement, l'envie, sans avoir de curiosité sexuelle. C'était un hasard en allant sur Internet, sur un iPad et compagnie. Et donc, là aussi, on a un vrai problème au niveau de l'éducation, au niveau des parents, de comment protéger nos enfants pour qu'ils ne tombent pas sur ces images. C'est pas... Alors, les parents peuvent faire un petit peu un contrôle des ordinateurs déjà à la maison. Mais les parents offrent des téléphones à leurs enfants. Exactement. Et donc, c'est pas comme ça qu'on va y arriver. Voilà, et donc on a un vrai problème d'éducation à ce niveau-là. Et c'est pour ça que mon livre est un essai de société, parce que mon objectif, c'est que aussi, on empare de ces questions à un niveau beaucoup plus large, politique, sociétal, parce que les parents sont très démunis par rapport à cette question-là. Il faut que les pouvoirs publics s'emparent de cette question de la pornographie et légifèrent là-dessus. Alors, une question quand même importante, c'est que ce matin, il ne s'agit pas de dire il y a ceux qui sont dans le camp du bien et puis ceux qui sont dans le camp du mal. C'est beaucoup plus complexe que cela. Et la première question que j'avais, qui était un petit peu, qu'on a dû peut-être vous poser, Tebaldo Benseguera, c'est de se dire, il y a 3 cardinaux, Oscar Rodriguez Maradiaga, Jean-Pierre Ricard, le cardinal Georges Pell, qui commencent à nous dire ce que l'Église pense de la pornographie. Mais l'Église, elle est aussi extrêmement exposée sur les questions de pédophilie. Est-ce que vous n'êtes pas extrêmement mal placé pour en parler aujourd'hui ? Non. Non, sincèrement, pour cette, je dirais, préoccupation de l'humanité. Paul VI nous présentait l'Église comme experte en humanité. Et le Concile Vatican II, avec cette fameuse constitution pastorale Gaudium et Spes, nous rappelle rien de ce qui est vraiment humain, les joies, les douleurs, les échecs, peut laisser indifférent l'Église. Et très probablement, il y a dans la question de la pornographie un signe des temps. Du coup, il s'agit aussi de lire tout cela, de proposer un cadre de repères éthiques qui peut accompagner des parents, des institutions, des politiciens, des médias. Certainement pas, du moins, encore moins au niveau du Saint-Siège, du Saint-Père, des recommandations, des politiques techniques toutes faites, des solutions. Là n'est pas le rôle, là n'est pas la question, mais il serait surprenant que l'Église ne s'occupe pas aussi d'autres questions. Mais ce n'est pas une contre-offensive sur ces questions-là, alors que la pédophilie, les affaires de pédophilie ont quelque peu terni un peu l'image du Vatican. La contre-offensive date clairement de Paul VI. C'est le début de... Vous voyez le temps long. Voilà, exactement. C'est le temps long, c'est le début de cette démocratisation avec les premières affiches, des premiers magazines, des vidéocassettes, des cinémas. Et c'est là-dessus qu'il va intervenir. Thérèse Argot, l'idée c'est que on n'aime pas, c'est mal, mais on y va quand même. Voilà, c'est important de bien comprendre ça. Ce n'est pas parce que l'Église a dit que ce n'était pas bien que je ne vais pas y aller. C'est tout l'aspect moral, donc il peut y avoir un discours avec c'est bien, c'est mal. Et puis après, il y a comment est-ce que la personne va pouvoir suivre cette prescription de l'Église. Moi, ce que je me rends compte dans tout mon travail, j'ai beaucoup de personnes chrétiennes, catholiques qui viennent en consultation me voir et qui peuvent profondément se dire il y a quelque chose de mal à semer la pornographie.
pornographie et pourtant ils y vont quand même. Et c'est là aussi que l'Église, pour le coup, il y a quand même un bon chantier important à investir, c'est l'accompagnement des personnes pour qu'ils puissent arriver à vivre ce qui leur semble bon de vivre. Et pour ça, il faut des outils humains et psychologiques pour le comprendre. Là-dessus, je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Très concrètement, la pornographie, il faut bien savoir une chose, c'est qu'elle va introduire une dépendance. Et c'est comme une drogue. Moi, c'est ça aussi que j'explique aux jeunes que je rencontre. C'est exactement comme une drogue. Donc, on commence une première fois et après, du coup, il peut y avoir un lien de dépendance qui va s'installer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand quelqu'un vient me voir en me disant « je suis dépendant de la pornographie », derrière la pornographie, en fait, il faut dire les choses, la pornographie, c'est un support à la masturbation. C'est une industrie qui offre des images comme support à la masturbation. Le problème, ce n'est pas la pornographie. Le problème, ce n'est pas la masturbation. Le problème, c'est que la personne a besoin d'assouvir une tension intérieure, une pulsion. Et donc, le problème, c'est qu'il y a un mal-être qui préexiste avant la consommation ou bien la consommation d'images ou la masturbation. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on n'arrivera pas à arrêter la consommation en disant juste « c'est mal ». On y arrivera en comprenant où est l'origine du mal-être, de la tension intérieure qui fait que j'ai envie de me détendre et que j'ai compris très rapidement qu'il y avait un moyen efficace de se détendre, c'était au travers de la masturbation et que la pornographie m'offre des images pour y arriver. Vous comprenez? Donc, on arrive très bien en fait à sortir de l'addiction. Ça, c'est le diagnostic. Mais en fait, derrière, il faut comprendre ce qu'il y a comme tension derrière. Tebaldo Benseguera? J'aime énormément cette idée de la tension à comprendre. Le Saint-Père, dans son encyclique Laudato Si, consacre un paragraphe à l'écologie humaine, dans laquelle il nous parle de comment comprendre le rapport à son corps. Paul VI, la première fois où il utilise, en tant qu'un pape utilise le concept écologie humaine, c'est sur la pornographie. Comme quoi, vraiment, nous sommes dans un besoin de comprendre quelles règles, quel genre de grammaire nous avons face à notre corps. Du coup, là-dessus, il y a un enseignement que l'Église propose, parfois trop tard, parfois seulement aux fiancés, parfois seulement dans certains cours que suivent des adultes. Et c'est probablement ça qui, d'un point de vue éthique, peut accompagner des professionnels, des sexologues qui arrivent à donner des points de repère. Mais où est la faille alors? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'enseignement à un âge précoce. C'est ça? Il faudrait commencer plus tôt? Je pense que si on écoute Thérèse Argos, est-ce qu'on peut en déduire? Alors, on peut commencer tôt donc, dans l'accompagnement, mais il y a une chose qui me semble très importante. Avec un discours en disant, voilà, la pornographie, c'est mal, ce qui... Bien sûr que je suis entièrement d'accord. Il pourrait se passer quelque chose, et je pense particulièrement à tous les chrétiens qui nous écoutent, c'est d'avoir un grand sentiment de culpabilité, de se dire « je fais quelque chose de mal ». Or, et je tiens vraiment à insister sur ce point, la majorité des personnes qui vont commencer à consommer la pornographie, au départ, ce n'était pas intentionnel. Et ils ont été eux-mêmes, finalement, victimes. Moi, j'appelle dans mon livre, j'ai pas peur des mots, je dis un moment de viol de l'imaginaire. Il y a un viol parce qu'il y a une intrusion dans l'imaginaire d'images pornographiques qui provoquent une excitation sexuelle et qui vont provoquer aussi tout de suite une culpabilité parce que je me dis, mince, j'éprouve une excitation sur quelque chose qui est mal. Je sais que c'est pas bien ce que je regarde et en même temps mon corps réagit et en même temps je peux y retirer un certain plaisir. Eh bien, le problème ce serait après d'aller en confession, de dire j'ai regardé la pornographie, c'est mal, sans comprendre qu'en fait au départ on n'est pas, c'était pas intentionnel, c'est qu'on est d'abord victime. Et comment je veux dire, on a inversé avec la pornographie le système coupable-victime et donc les victimes se sentent coupables là où en fait c'est-à-dire qu'on est d'abord victime. Mais en fait, pour la très large majorité et toutes les nouvelles générations, pour quasi tout le monde, elles sont d'abord victimes. Donc on ne demande pas d'abord pardon. Et on n'est pas obligé d'aller regarder. Non, si, parce que parfois ça tombe dessus sans qu'on ait demandé la première fois. Et du coup, après s'installe une culpabilité qui fait qu'après on y retourne. Mais donc en fait, ce qui va se passer, c'est que parfois on peut aller se confesser 20 fois, 30 fois, 50 fois. Ça ne changera rien parce qu'il faut d'abord reconnaître qu'on était aussi victime de quelque chose. Et ça, je pense que c'est important que les prêtres qui nous écoutent ce matin le comprennent et de pas tout de suite, de pas trop vite aller dans le discours moral, mais d'abord de comprendre comment ça s'est passé cette histoire-là. Toute représentation écrite, visuelle et audio de personnes, actes, objets et symboles par laquelle on cherche explicitement à provoquer la pulsion sexuelle en vue de sa satisfaction est de la pornographie. Mais ce n'est pas une réalité qui existe depuis Internet, Tebaldo Benseguera, en fait. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le monde, mais avec au moins une gigantesque différence. Depuis la photographie, depuis le caméscope, on arrive à faire ça avec de vraies personnes. Du coup, il y a un petit plus. Là, au niveau de la façon dont les personnes sont avalées dans le monde pornographique de l'autre côté de l'écran,
ça fait un gros déclic. De plus, avec les moyens de technologie, on va arriver à multiplier les VHS, multiplier les magazines, réimprimer des photos. Du coup, c'est vieux comme le monde, très certainement. Ça, c'est aussi un pape propose cette observation-là. Mais il y a ce rapport à la pudeur qui peut changer. À l'image. À l'image, C'est à la l'image qui a pudeur, tout changé. c'est l'image qui a tout changé. La pornographie, sans faire une analyse étymologique trop longue, mais cela vient vite à se poser la question de l'obscène, à savoir de ce qui aurait dû rester dans la scène obscène ou dehors de la scène. Voilà. Du coup, comment est-ce que certaines choses qui sont parfois tabous, parfois condamnées dans une certaine société, sont de plus en plus mis en avant au mauvais public. Mais plus rien n'est obscène aujourd'hui. Par le jeu des médias et de l'intimité à laquelle les médias accèdent et mettent en scène, justement. Plus rien n'est en dehors de la scène. Certaines choses restent profondément obscènes, même si elles sont sur le devant de la scène. Et face à ça, il y a une réaction assez unanime. C'est clair, on est dans une zone rouge. Voilà telle vidéo pornographique créée par un violeur qui a tué sa victime. C'est des cas un peu plus rares que ce qu'on en pense, mais qui existent quand même. Là, il y aura une levée de bouclier assez claire. Non, ça, c'est pas bien. Mais beaucoup de cas, beaucoup plus soft, à mi-chemin, on se pose des questions. Là, on est dans un gros bloc de relativisme, sûrement. Alors justement, on ira dans ce bloc de relativisme pour voir les choses, voir que c'est quand même plus complexe. Thérèse Argot, là-dessus. Oui, parce qu'en fait, moi, je dirais un peu à nos auditeurs ce matin un petit élément pour différencier ce qu'on appelle la pornographie de l'érotisme. Je pense qu'il faut apprendre à les distinguer, ces deux choses-là. L'érotisme, en fait, c'est un film, une image qui va éveiller le désir. C'est-à-dire qu'on va regarder un film et on va sentir que le désir monte. La pornographie, il consomme la pulsion sexuelle. C'est-à-dire qu'en regardant, l'excitation sexuelle est là et souvent, quasi systématiquement, elle s'accompagne d'une masturbation. C'est-à-dire qu'il y a un acte sexuel au travers de ces images-là. Et donc là, on voit bien que c'est deux choses différentes. Je pense personnellement que l'érotisme est quelque chose de très beau, d'arriver à montrer des belles scènes d'amour qui éveillent notre désir, et c'est aussi cet amour charnel qui peut se dire entre des êtres. Mais aujourd'hui, on retrouve très très peu de films comme ça, très peu d'écrits, parce qu'on tombe tout de suite dans ce qui est pornographique, dans une espèce de... Dans du McDo, quoi, j'ai envie de dire, dans du graveleux, dans de la malbouffe, quoi, même au niveau sexuel. Tebaldo Vensigera, vous êtes d'accord avec ça? C'est-à-dire que l'Église dit oui à l'érotisme, pourquoi pas au film érotique, pas au film pornographique? C'est une distinction que vous faites. Vous écrivez à un moment, la pudeur fixe les limites de l'érotisme et défend contre la pornographie. Donc vous semblez faire justement un... Non, il faut voir qu'à l'intérieur, je dirais, des discours principaux des papes et de quelques documents du Saint-Siège sur la question, je dirais le mélange de sensualité, érotisme et voilà, on sent que tout cela est mis ensemble et c'est un amalgame qui est très très proche de pornographie. C'est peut-être l'échelon juste en dessous. Est-ce qu'il faut ne pas faire l'amalgame pour vous? Alors probablement au niveau de cultures différentes, d'époques différentes, il y a des nuances à mettre. Là, vous avez cité les 3 cardinaux qui ont accompagné la sortie de ce livre. Un des 3, par exemple, l'a fait. Du coup, très probablement à un niveau un peu plus, je dirais, local, dans des contextes, peut-être même avec un père spirituel ou une culture déterminée, on peut arriver à faire des nuances. Le Saint-Siège, avec son message universel, à ma connaissance, ne l'a pas fait. Du moins à l'intérieur de ses principaux documents que je reprends ici. Mais j'ai une question plus simple, je vous la pose à tous les deux. Puis on écoutera d'ailleurs un extrait des propos d'Yves Semen, qui est spécialiste de spiritualité conjugale, notamment de la spiritualité de Jean-Paul II sur la relation au corps. Mais pourquoi c'est mal, en fait? Pourquoi est-ce que c'est mal? L'Église va régulièrement définir la pornographie comme le fait de renoncer à une certaine vérité sur le corps humain. Une certaine vérité qui consiste au don de soi et au fait d'extraire toute la vie sexuelle, la vie sensuelle d'une certaine intimité. Du coup, on n'est plus dans certaines formules qui peuvent rappeler le mariage, je me donne à toi, je te reçois, mais beaucoup plus dans je te prends quand je veux, comme je veux. L'autre personne devient un objet de gratification pour les pulsions immédiates. Voilà. Du coup, principalement, c'est ce fait d'arracher une certaine réalité, vérité à ce que l'amour aurait dû être. Du coup, principalement, c'est ça que dénonce l'Église. Tout ce qui peut se rajouter après, l'addiction, si en plus ça entraîne des problèmes sanitaires, si certains cas virent au suicide de l'acteur, si en plus
le film que l'on voit tient du viol réel, tout cela, ce sont des circonstances aggravantes. Mais dès la scène la plus, pacifique, bienveillante, cela fait réagir même les États-Unis d'Amérique, dont la conférence épiscopale récemment produit une longue lettre pastorale, et où elle dit, voilà, même la consommation de la pornographie dans le couple, au milieu du conjoint. On y viendra. Voilà, là aussi, il y a quelque chose qui pose problème. Donc c'est quand même très restrictif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est l'idée de représentation et de voir. Pourquoi l'image est-elle en soi condamnable, Thérèse Argot ? Je vous ai dit tout à l'heure le mal, mais le mal en soi est attirant, parce que sinon on ne le commettrait pas. C'est le bien qui paraît aride et austère. Moi, je ne sais pas si l'image est mal, c'est pas ça. Parce que je voudrais faire prendre conscience aussi aux auditeurs que tout ce monde des fantasmes, de l'imaginaire, va être important dans notre vie sexuelle. Parce que provoquer l'excitation sexuelle est un préalable pour l'union sexuelle. Donc, savoir... imaginer ensemble, se transporter, rêver ensemble, ça va être essentiel pour un couple et pour qu'ils puissent s'aimer dans la durée. Et on voit bien aussi quand on s'engage dans le mariage, pour faire durer la flamme et le désir, c'est compliqué. Donc l'imaginaire va être très important. Ce qui va se passer, c'est que la pornographie, au lieu d'augmenter notre imaginaire, de vraiment nous permettre d'entrer dans une sexualité très riche, va l'appauvrir. Parce qu'en fait, il va fixer notre imaginaire avec des images préconçues par une industrie. On ne va pas imaginer par soi-même. Du formatage, c'est exactement ça qui va se passer. Certains vous diront, ça peut donner l'idée. Alors, ça va donner des idées au début. Donc, au début, on y va et on se dit, waouh, c'est un monde incroyable. Mais très, très vite, on se rend compte que, en fait, c'est assez limité cette histoire-là. Il y a quelques fantasmes qui sont mis en scène, mais il y en a pas. C'est pas infini non plus. Et donc, dans les fantasmes qui sont mis en scène, c'est un peu toujours les mêmes d'ailleurs. Ce qui est important, moi, je pense, c'est que le couple apprenne à rêver ensemble, à se transporter ensemble, à imaginer ensemble. Donc, c'est un tue-l'amour et ça empêche de rêver. Ce qui m'intéresse, c'est que le couple le fasse et n'utilise pas ce moyen, la pornographie, pour le faire, parce que même si ça semble avoir un effet immédiat, en fait, ça ne va pas favoriser leur communication et leur communion dans leur vie conjugale. Donc voilà, donc c'est vraiment l'idée. C'est un mauvais moyen pour répondre à un véritable besoin de s'évader ensemble et de rêver ensemble. Allez, Thérèse Argot, vous restez avec nous avec une jeunesse sexuellement libérée ou presque chez Albin Michel et Tebaldo Bencheguera, la pornographie Candide Église chez Pierre Tecky. On se retrouve après les infos et l'édito de Gérard Leclerc. À tout de suite. Des idées de week-end et de voyage, des bons plans resto, hébergement et sorties. Pour toutes vos envies, rendez-vous sur petitfuté.com. En France et partout dans le monde, petitfuté.com, ce sont plus d'1 million de bonnes adresses qui s'offrent à vous. Rejoignez dès maintenant la communauté Petit Futé pour partager vos avis et gagner vous aussi des guides et des voyages. Petitfuté.com, les bonnes adresses du bout de la rue au bout du monde. Vous souhaitez vous séparer de certaines pièces, meubles, tableaux, bibelots, linge de maison ou tout objet de collection ? La Maison Philippe Antiquité les estime gratuitement et paie vos biens comptant. Nous réglons vos successions et partages. La Maison Philippe rachète toute argenterie, objets russes, montres gousset et montres bracelets. Maison Philippe se déplace sur rendez-vous, même en province. 01 45 90 38 04. 01 45 90 38 04. Un amourdetapis.com propose à tous les amoureux des tapis moins 10% sur tout le site. Et ce, en plus de la dernière démarque des soldes. Profitez de milliers de tapis design, tapis d'Orient, tapis enfants et tapis sur mesure à des prix promo. Avec un amourdetapis.com, vous êtes satisfait ou remboursé. Et en plus, la livraison est gratuite dès 149 €. Un amour de tapis, à chaque envie son tapis. 6h-9h, Louis Dauphren, Flora Cortés. Et juste avant 8h, la Minute Spirituelle. Bonjour, Père Jean-Marie Crespin. Entrez dans le temps du carême sur Radio Notre-Dame. Chers auditeurs et chères auditrices, aujourd'hui nous continuons dans le deuxième jour de carême à nous interroger sur le sens de ce chemin spirituel qui nous conduit vers Pâques. Mais nous avons de temps en temps, et la liturgie est là pour nous y aider, des temps de pause. Et dès le deuxième jour de carême, il y a un temps de pause incroyable. Nous célébrons Notre-Dame de Lourdes. Et le mystère de Lourdes, c'est apprendre à découvrir que Marie nous est donnée afin de nous conduire au Christ. Comprendre quel soulagement représente pour chacun la place de Marie dans notre vie, afin que ce soit elle-même qui, par sa maternité, qui, par sa bienveillance, puisse nous conduire au Christ. Mais en m'arrêtant sur le mystère de Lourdes, j'aimerais reprendre une parole que Marie donna à Bernadette. Elle dit « Elle me regarda comme une personne ».
J'aimerais m'arrêter avec vous sur le mot « regarder ». Laissons Dieu nous regarder, laissons Marie nous regarder, c'est peut-être un des secrets du carême, se laisser regarder par ceux qui nous aiment. Merci Père Jean-Marie Crespin, à demain. Radio Notre-Dame, la vie prend un sens. Et justement, se laisser regarder par ceux qui nous aiment. Voilà une bonne synthèse de notre première partie d'émission, déjà avec Thérèse Argot, sexologue, et avec Tebaldo Vinciguerra qui représente, si je puis dire, le Vatican sur les sujets de pornographie. La pornographie qu'en dit l'Église aux éditions Pierre Tecky. Et Thérèse Argot, une jeunesse sexuellement libérée. On les retrouve tous les deux après l'édito et les infos. Bonjour à tous, les grandes puissances vont tenter ce jeudi de négocier une improbable solution au conflit malgré la poursuite de l'implacable offensive du régime et de son allié russe qui a fait des centaines de morts et provoqué un exode massif. Les principaux acteurs se retrouvent à Munich, moins de 2 semaines après la suspension d'un nouveau cycle de négociations, cycle initié par l'ONU avec le régime et l'opposition. La reprise de ces pourparlers prévue le 25 février semble déjà compromise puisque l'opposition l'a conditionnée mercredi à une levée par le régime des sièges des villes tenues par les rebelles et l'arrêt des bombardements. L'OTAN examinait hier une demande d'aide émanant d'Ankara et de Berlin face à la crise migratoire sous la forme d'une mission de surveillance maritime à laquelle la Grèce pourrait participer à condition que les navires turcs n'entrent pas dans ses eaux. Je ne peux rien vous dire sur les conclusions, a déclaré le secrétaire général de l'Alliance au premier jour d'une réunion des ministres de la Défense à Bruxelles. Le responsable de l'OTAN avait assuré mardi que les ministres de la Défense étudieraient très sérieusement cette demande qui avait été formulée lundi soir à Ankara par la chancelière allemande. Washington et ses alliés asiatiques ont riposté au programme balistique et nucléaire nord-coréen visant les finances du régime le plus isolé au monde, sans attendre l'issue des négociations au Conseil de sécurité sur de nouvelles sanctions. Des centaines de camions sud-coréens ont traversé jeudi la frontière avec le Nord pour récupérer équipements et produits sur un complexe industriel intercoréen de Kaesong. Le gouvernement de Séoul accuse Pyongyang d'avoir utilisé des centaines de millions de dollars de devises recueillies à Kaesong pour financer ses programmes d'armement. En France, après des semaines de débats enflammés, l'Assemblée nationale a finalement approuvé mercredi à une nette majorité la réforme constitutionnelle voulue par François Hollande après les attentats de novembre, renvoyant maintenant au Sénat la responsabilité de la poursuite du processus. Une majorité de 317 députés contre 199 a approuvé le projet de loi de protection de la nation, projet que l'exécutif espère voir adopté lors d'un nouveau congrès à Versailles pour inscrire dans la Constitution le régime d'exception de l'état d'urgence et la mesure de déchéance de nationalité. Marisol Touraine, ministre de la Santé, et Manuel Valls reçoivent aujourd'hui les professionnels de santé à une grande conférence au Conseil économique, social et environnemental. Cette conférence réunira entre autres étudiants, médecins et infirmiers. Elle doit être l'occasion d'évoquer la formation initiale et continue des professionnels de santé et leurs conditions d'exercice ainsi que la diversification de leur carrière. Mais ce grand raout est boycotté par les principaux syndicats de médecins libéraux. Enfin, le mouvement des véhicules de tourisme avec chauffeurs, les VTC et des transports collectifs lotis toujours mobilisés pour défendre 10 000 emplois espère prendre de l'ampleur aujourd'hui avec le renfort de Force ouvrière qui annonce une importante manifestation dès ce matin à Paris. 8h03 aujourd'hui, fête de Notre-Dame de Lourdes. Monseigneur René Laurentin, 99 ans, s'adressera aux pèlerins de la ville mariale pour évoquer la figure de Sainte Bernadette. Pour Gérard Leclerc, au lendemain de l'ouverture du carême, la spiritualité mariale nous convie à entrer dans l'esprit de dépouillement et de pénitence. On vous écoute, Gérard. Cette année, il y a quasi-coïncidence de l'entrée en carême de la fête de Notre-Dame de Lourdes, puisque celle-ci, aujourd'hui, suit d'une journée le mercredi des Cendres. Lourdes célèbre donc d'un même élan les deux événements, alors que se trouvent rassemblés tous les directeurs de pèlerinage diocésains. Sans vouloir faire de rapprochement arbitraire, on peut noter que le rite d'imposition des cendres peut s'apparenter à la démarche de Bernadette, se couvrant la figure de boue à la grotte de Massabielle. La pénitence est au cœur du message de Marie. Notre carême peut donc être éclairé par les gestes de la voyante qui ne furent pas compris sur le moment par la foule qui l'observait et qui encore en notre temps peuvent provoquer étonnement et sarcasme. Les exégètes des apparitions montrent au contraire qu'il y a un sens biblique à tout ce qu'accomplit la petite Bernadette qui se conforme strictement aux indications de la Mère de Dieu.
Lourdes peut donc être le lieu d'une pédagogie catéchétique qui s'adresse à tous et de façon privilégiée à ceux qui ne font partie ni des sages ni des savants. Ajoutons toutefois qu'il peut y avoir des sages et des savants suffisamment transformés par la grâce évangélique pour perdre toute superbe et devenir eux-mêmes ceux que la Bible désigne comme les pauvres de Yahweh, les Anawim. Et il y a donc des sages et des savants capables de transmettre et d'expliquer ce qu'on pourrait appeler l'évangile de Lourdes. Ce n'est pas en effet sans être vivement touché que j'ai appris que Monseigneur Brouet, évêque de la ville mariale, avait invité Monseigneur René Laurentin à prononcer aujourd'hui une conférence sur Sainte Bernadette dans une salle des sanctuaires. René Laurentin est entré dans sa 100e année. Et il a derrière lui toute une vie consacrée au culte de la Vierge Marie. Il aura visité tous les sanctuaires mariaux du monde dont il aura été le précieux conseiller théologique. Mais Lourdes lui doit beaucoup pour son travail considérable d'historien des apparitions. Bien qu'il soit devenu aujourd'hui totalement aveugle, il a gardé toute sa capacité d'expression. Ce sage et ce savant aura su servir la piété des humbles par son enseignement éminemment pastoral. La gratitude de tous ceux à qui il a fait comprendre que la Vierge nous offre le meilleur chemin vers son Fils lui est acquise et peut légitimement se manifester aujourd'hui. Merci Gérard Leclerc. À lundi, la suite du Grand Témoin, c'est avec vous Louis Dauphren. Waouh, George Michael après Notre-Dame de Lourdes, faut le faire quand même. Mais il n'y a que sur cette antenne qu'on peut faire ça, il faut quand même le dire. Thérèse Argot, sexologue, et Tebaldo Venceguera, tous deux pour parler du porno à l'occasion, alors si je puis dire, de deux productions. Celle de l'Église en premier lieu, la pornographie Qu'en dit l'Église. Et c'est vrai que 3 cardinaux se sont mis sur le sujet. Et Tebaldo Venceguera est là pour nous en parler. Et puis Thérèse Argot, une jeunesse sexuellement libérée, ou presque, chez Albin Michel, qui a commencé sur notre antenne comme chroniqueur, il faut le rappeler. Oui, j'avais 18 ans quand j'ai commencé chez vous. Et l'émission Génération. Ouais. Et maintenant, donc, vous avez un cabinet, vous recueillez quantité de témoignages, donc justement sur ces questions-là. Et puis vous officiez aussi dans des établissements scolaires. Oui. Alors, j'aimerais qu'on écoute peut-être, j'en parlais tout à l'heure, Yves Semen, qui est spécialiste de spiritualité conjugale, en particulier de Jean-Paul II, et qui dirige l'Institut Philanthropos à Fribourg, où il enseigne. Il est docteur en philosophie et père de 8 enfants. C'est sur les chrétiens et la relation au corps. Dans les premiers temps du christianisme, précisément les chrétiens étaient désignés comme ceux qui avaient la religion du corps, et que finalement ce n'était pas très distingué, ce n'était pas très élégant. Je pense à cette réflexion de Cels, un philosophe néoplatonicien du IIe siècle, qui désignait les chrétiens d'un sobriquet péjoratif, philosomaton genos, ce peuple qui aime le corps. Le christianisme a été en quelque sorte en contraste, voire même en rupture, avec le courant culturel dominant et avec, je dirais, l'élégance culturelle. Voilà, Yves Semen, c'était sur KTO, chez nos amis de KTO, sur une émission justement qui parlait de ces questions-là, la relation au corps. Donc les chrétiens, c'était la religion du corps. Moi, c'est pour ça que j'aime bien les catholiques. Aujourd'hui, ça passe pour être l'inverse. Hein. Mais oui, moi j'aime bien. C'est pour ça, certains ceux qui ont suivi un peu mon travail savent que voilà, les questions de foi sont peut-être pas évidentes pour moi personnellement, mais par contre, je reste tout à fait attachée et j'ai un grand amour pour l'Église en fait, parce que c'est la religion aussi de l'incarnation. Et comme je travaille sur les questions du corps, j'y retrouve vraiment de quoi me nourrir profondément au départ. Mais alors c'est tout le paradoxe, hein, parce que c'est la religion de l'incarnation et en même temps, il n'y a pas beaucoup plus désincarnés que beaucoup de catholiques aussi. C'est-à-dire que comme diraient mes parents, on est toujours éprouvés sur la grâce reçue, ou je sais pas qui dit ça, mais on m'a souvent appris ça. Les catholiques sont éprouvés sur la grâce reçue, c'est une religion de l'incarnation, et on va voir qu'ils ont beaucoup de difficultés à habiter ce corps et le vivre joyeusement. Tebaldo Venceguera, désolée, je l'envoie un peu une pique comme ça, mais... Et, probablement, il y a en ce moment un effort de redécouverte de l'enseignement essentiellement de Jean-Paul II, auquel Yves Semen, qui y a contribué en langue française, mais aussi extrêmement traduit. Souvent, d'autres personnes dans d'autres pays se mettent au travail grâce aux traductions de Yves Semen, et c'est quelque chose d'énorme. Même récemment, le Saint-Père parlait de la sexualité comme un don de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Et c'était du coup quelque chose de profondément ancré dans ce que l'on peut appeler le plan de Dieu. Et j'aimerais vraiment revenir sur ce que nous avons entendu tout à l'heure, sur cette idée de regard. Qu'est-ce que le regard sur le corps ? Du coup, tout ce qui peut être un vecteur d'excitation, un film sensuel, une suggestion érotique, des images, probablement il y a ça. Si mon conjoint, vous voyez le regard que je peux avoir sur lui, le désir que je peux avoir sur lui de telle façon à tel moment,
est-ce qu'il resterait tout nu et il viendrait vers moi, vers ce projet de bonheur commun, ou est-ce que, comme Ève ou Adam, il irait s'habiller en disant « non, c'est pas ça », voilà. Du coup, probablement, il y a ce regard que l'on a sur l'autre, c'est quelque chose de très important, arriver à récupérer ce regard. Si je peux continuer un peu, profitons de cette circonstance, de ce jubilé extraordinaire de la miséricorde. La pornographie est vue comme un péché, même si beaucoup s'y font prendre, nous l'avons vu, comme une victime à l'origine. Ah, c'est ce qu'a dit Thérèse tout à l'heure. l'heure. J'insiste vraiment là-dessus. Oui. Mais il y a aussi, je veux dire, celui qui en fabrique. Voilà, du coup, c'est quand même assez compliqué. Bon. Et le catéchisme nous offre cette image du péché d'un péché comme un réseau, du coup le péché collectif. Voilà. Face à ça, 2 réactions. La première, c'est la conversion individuelle, mais aussi doit sûrement se nourrir d'une conversion en réseau, une aide en réseau. Si moi j'essaye de faire un premier pas, j'essaye de ne pas rechuter, et le sexologue est là pour m'aider, et mon père spirituel, et mon conjoint, et mes amis, c'est difficile de sortir tout seul. Et la deuxième chose, c'est probablement cet appel très exigeant du Saint-Père aux missionnaires de la miséricorde. C'était extrêmement récemment dans une de ses homélies, place Saint-Pierre. Allez-y avec le pardon. Ces personnes viennent vous voir, n'allez pas leur faire une enquête. Le confessionnal n'est pas une chambre de torture, c'est ce qu'il avait dit. N'est pas une chambre de torture. Sur ces questions-là. Voilà. Exactement. Du coup, là, vraiment, un accompagnement très grand, une sensibilité à avoir, et aussi peut-être pas uniquement attendre que la personne vienne dans le confessionnel, mais arriver éventuellement à voir dans son groupe de jeunes, dans sa communauté, qui peut peut-être souffrir, qui peut laisser percevoir quelques symptômes, peut-être d'addiction, de dépendance, de malheur, voire de victimes de chantage. C'est très compliqué, mais là, il y a sûrement un besoin pastoral du XXIe siècle. Puisqu'on parle de... J'allais dire de nœuds sans jeu de mots, mais on se fait un peu des nœuds au cerveau pour ceux qui ne sont pas dans la complexité de l'Église catholique. Ils se disent, mais alors ces chrétiens, franchement, ils ont une névrose en fait. Hein. Ils refoulent le corps en permanence et donc ils sont mal à l'aise dans une société de l'image qui l'expose. Moi, je pense c'est que quand même ça. Oui, c'est un peu ça aussi. Et c'est vrai que Thérèse Argot, difficile. j'avais une question. Oui. L'organe sexuel de l'homme, en fait, ce n'est pas ce que l'on croit, c'est l'œil en réalité. C'est l'œil, et particulièrement. C'est l'œil, l'organe sexuel. On dit Sinon, que les hommes, rien. ils sont plutôt, ils aiment voir, et les femmes, elles aiment être vues, être regardées. Et moi, je pense que on a parlé, peut-être aussi sur cette antenne, on en parle beaucoup en ce moment de la crise de la masculinité. Je pense que les hommes ont été vraiment blessés très fortement au travers de la pornographie, parce qu'on va blesser leur regard. Je dis les hommes parce que quand même, il faut bien le dire, 90% de la production pornographique est faite pour les hommes, même si les femmes aujourd'hui la consomment aussi. Ce qui se passe, on parlait tout à l'heure, quel est le problème de la pornographie, c'est que ça va donc abîmer ce regard et que beaucoup d'hommes vont tomber dans une espèce de clivage. D'un côté, il y a leur épouse, la mère de leurs enfants, qu'ils respectent, qu'ils admirent, pour qu'ils aient un vrai amour. Et de l'autre côté, il y a les autres femmes sur qui on peut fantasmer, être excité. Et donc, en fait, tout le monde grandit avec ça, donc petit, particulièrement donc les jeunes garçons. Et le problème, c'est que la pornographie vient accentuer ce clivage-là. Et donc, à l'âge adulte, où on est censé réconcilier la mère, l'épouse, et envie de dire la femme sauvage, la prostituée, la maîtresse, comme on dit, ensemble dans une même femme, eh bien, on a des hommes qui sont incapables de le faire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas capables de porter sur leur épouse ce regard-là aussi de désir et d'envie. Or, dans le cadre du mariage, c'est quelque chose d'important, d'essentiel. Et donc, on a des femmes qui souffrent de ne pas se sentir désirées par leur homme, parce qu'eux se sentent coupables d'éprouver ce genre de désir pour leur femme. Je ne sais pas si vous voyez la complexité dans laquelle on met les couples aujourd'hui, et parce que leur regard a été blessé. Ils ne font plus confiance à leur désir. Mais est-ce que la femme catho est trop épouse, et oui, trop mère, et pas assez maîtresse? Oui, et c'est un vrai problème. Et je vois, par exemple, l'autre jour, parce que j'ai un petit blog, mais qui est pas mal consommé aussi par des gens chrétiens. Consultez. Je vais consommer, c'est un drôle de mot. On s'arrêtera là. J'ai dit, je ne suis pas du matin, pardon. Et consulter. Et alors l'autre jour, j'ai sorti un petit billet, mais pour moi de rien du tout, avec justement ne pas dormir en pyjama. Alors du coup, ça fait fureur. J'ai dit non, on s'habille pas avec un vieux pyjama et des chaussettes pour dormir avec son mari. On se fait magnifique pour dormir avec lui. On dort surtout toute nue. Et donc, j'ai vu que ce petit billet pas, ça, les était femmes vraiment... ont froid. Les femmes ont froid. Mais non, bien sûr qu'elles n'ont pas froid. C'est psychologique tout ça. On augmente le chauffage et puis c'est réglé. Et donc, il y a aussi quelque chose de beaucoup de femmes qui sont dans un rôle juste de mère et d'épouse, mais qui jouent pas ce rôle de maîtresse et du coup, qui vont pas permettre à leur mari de pouvoir éprouver ce désir sur elles. Et elles vont en souffrir en fait
par la suite. Donc on a quelque chose qui a été blessé, mais souvent bien en amont du mariage. Et alors moi je vois aussi, parce que parfois aussi dans les consultations, je dis apprenez à vous regarder, à vous désirer, la sensualité. Et je parle des fantasmes, et je vois les hommes qui ont peur. Et je sais très bien que quand ils ont peur de ça, c'est parce qu'ils ont, dans leur jeunesse, consommé beaucoup de pornographie et qu'ils ont maintenant peur de tout ce qui est pulsion sexuelle, désir, fantasme. C'est associé dans leur tête à quelque chose qui est mal et qui est mauvais, voilà, sur laquelle ils ont péché, ils vont se confesser. Et du coup, ils sont plus capables de les vivre dans leur mariage. Je sais pas si vous me suivez. Alors ça veut dire... Et là, c'est quand même grave. Si on vous suit, Thérèse Argot, ça veut dire que le fantasme, le désir en soi sont de bonnes choses. Ah, mais bien sûr que oui. Moi, oui. C'est-à-dire que là, vous semblez... Parce qu'on a l'impression que... mais c'est peut-être une idée complètement préconçue de ma part, que l'Église met des verrous partout. C'est pas tout à fait faux. On met des verrous partout, c'est-à-dire il faut cadenasser le cerveau. Voilà, parfois, les verrous, c'est difficile à faire sauter après. C'est terrible parce que ça donne des sociétés après ultra perverties, ultra libérales. Un peu schizophrènes comme ça. Je reconnais facilement... Les verrous, c'est fait pour sauter. Hein. Je reconnais facilement que dans nos sociétés, on présente souvent l'enseignement de l'Église comme des verrous du permis du défendu. Ce que j'encourage vraiment à prendre conscience, surtout les catholiques qui ont le temps de réfléchir à ces questions-là, c'est voir comment l'Église, plus que dans une logique de permis défendu, verrou, est dans une logique de ce qui est bon pour ta croissance intégrale, ce qui est bon pour toi et ce qui n'est pas bon. C'est une question de présentation par les médias qui ont un regard sur l'Église, ou c'est l'Église qui n'a pas changé de logiciel? Non, l'Église n'a pas changé de logiciel. Voilà. Sûrement les deux. Sûrement il y a une quantité peut-être insuffisante de curés, de prêtres, d'aumôniers, d'accompagnateurs spirituels qui est actuellement en mesure d'avoir un langage sur ces questions-là. Mais aussi, les médias ont beau jeu de présenter l'enseignement de l'Église comme mutilé, en prenant certaines parties. Toute la logique, la description que vient de faire Thérèse Argot est extrêmement profonde. C'est une dynamique extrêmement humaine. Comment arriver à construire un bonheur? Après, éventuellement, cela pourra, encore une fois, se décliner selon les cultures et les concepts de pudeur. Peut-être qu'en Afrique, ça ne sera pas le pyjama, ça sera autre chose. Mais néanmoins, c'est extrêmement profond. Et ça, c'est sûrement fonctionnel, le terme est un peu matérialiste, mais à une écologie humaine, à l'épanouissement du couple. L'Église ne va pas aller castrer, cadenasser ça. Oui, mais l'Église commence toujours, je peux faire quand même un peu ma critique de l'Église, parce que j'ai quand même des trucs à dire aussi par rapport à ça. L'Église commence toujours par faire une morale, c'est-à-dire que là, votre livre, je pense qu'il est nécessaire, mais malheureusement, il n'y a pas la partie qui va avec, c'est-à-dire justement d'apprendre comment est-ce qu'on fait pour vivre ça, comment on fait pour gérer quand on est dépendant de la pornographie. Et en fait, moi, c'est vrai que ça, c'est une vraie critique que je fais à l'Église, c'est qu'on va faire une morale sexuelle sans d'abord avoir compris ce que c'est la sexualité, comment est-ce qu'on tombe dans la question de la pornographie, le fonctionnement psychologique. Et là, c'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y avait un vrai chantier, parce qu'il y a tout un manque. Et donc, quand on aborde les choses sur les versants moraux, oui, bien sûr, ça sonne sur les interdits, le permis, et du coup, on crée des tensions intérieures. Et moi, plusieurs fois, j'ai pu un peu le crier en disant attention, parce qu'on donne des beaux discours, attention, ce qui est essentiel, mais donc ça crée des tensions chez les catholiques qui aspirent, parce que vous dites qu'ils montrent le beau, le vrai, et vous avez raison. Et donc, ça, notre cœur, notre corps et notre esprit vraiment est aspiré à vivre ce que propose l'Église. Et je pense que souvent, ça rejoint vraiment le désir profond. Et en même temps, on n'a pas les moyens de le vivre. Donc, les catholiques sont en tension. Et qui dit tension, dit après... Névrose. Névrose. Et qui dit névrose, dit après consommation pornographique et compagnie. J'ai une question pour tous les deux. Est-ce que l'Église accepte la sexualité récréative? On met de côté le procréatif. Vous avez des très bonnes questions, enfants, voilà. monsieur le journaliste. Qu'est-ce que je veux? Puis on posera la question à Thérèse Argot, ce qui est permis. Est-ce que le Kama Sutra, par exemple, c'est une chose qui d'ailleurs est vécue, faut le vivre comme une philosophie, paraît-il. Il ne faut pas le vivre comme c'est présenté, si je puis dire, aujourd'hui comme un produit de consommation. Mais est-ce que la sexualité récréative entre dans les cases spirituelles? Vous aurez souvent entendu, j'imagine, l'Église, même récemment les résultats du synode sur la famille, présenter cette question de la méthode naturelle pour la gestion des naissances, pour le contrôle de la fertilité. Ces méthodes naturelles, il y a plusieurs noms pour décrire un ensemble de 3 ou 4 techniques ou pédagogie sur ces questions-là. Attention, vous ne trouverez nulle part l'Église qui dit « Suivez bien le cycle de fertilité de la femme, allez prendre les 4-5 jours en rouge ou en bleu ou en jaune sur la méthode, et ce n'est que là-dessus que vous devez avoir des relations sexuelles. » Non, ça d'accord. Voilà, du coup, il y a vraiment cette idée, cette vision de la sexualité comme quelque chose qui fait partie
de l'épanouissement du couple. Et avec l'ouverture à la vie, bien sûr, mais avec cette idée-là, c'est bon, c'est beau pour le couple. Encore une fois, nous avons été créés dès l'origine dans cette idée-là. Si cela peut aller avec cette vision de récréative, encore une fois, chaque mot a une définition, bien sûr. Pour la question du Kama Sutra, je ne suis ni philosophe ni expert dans les publications orientales. Mais encore une fois, qu'est-ce que le Kama Sutra ? S'agit-il d'une façon de voir des conseils que pourrait fournir une sexologue, quelqu'un qui fait de la thérapie, pour un couple en panne, en manque d'inspiration, etc. Qu'est-ce que cela va apporter ? Comment est-ce que ça peut nourrir le couple ? Est-ce que c'est quelque chose qui va réveiller une vision, encore une fois, un regard de domination de l'autre, de je l'exploite, de je fais n'importe quoi avec n'importe qui, c'est ça, donc c'est l'intention, c'est toujours l'intention. En fait, au-delà de la configuration, si je puis dire, il y a l'intention. C'est l'intention de la personne qui naît après avoir consulté le matériel, mais c'est aussi l'intention de l'auteur du matériel. Mais alors, je prends le cas, je pose aussi la question à Thérèse Argot, je prends le cas du couple catholique qui va à la messe, qui est fidèle, qui est consentant. Dans quelle mesure peut-il avoir une sexualité récréative et quel type ? Mais quand vous dites récréative, ça veut dire une sexualité où il y a du plaisir et de la joie ? Mais oui. C'est ça ? Oui, et puis... j'espère que c'est à tous les coups qu'il y a du plaisir et de la joie, parce que s'il n'y a pas de plaisir et de joie, c'est pas normal. Il y a un truc qui ne fonctionne pas. Le corps est censé se vivre, et cette rencontre entre un homme et une femme est censée se vivre dans la joie, mais pas une petite joie, oh c'était bien. Non, c'était incroyable, et dans un vrai plaisir. Si ce n'est pas là, s'il y a de la douleur, s'il y a de la frustration, tout ça, c'est pas normal. Et là, du coup, on peut aller consulter pour comprendre qu'est-ce qui bloque et qu'est-ce qui m'empêche de vivre ce pourquoi je suis faite, ce pourquoi je suis fait. C'est vraiment que ça se vive dans la grande joie. Et donc là, ça c'est important. C'est ça que vous voulez dire quand vous dites récréative. Et je dirais même plus, si je peux aborder cette idée de la grande joie, d'après les témoignages de quelques prêtres qui accompagnent des couples ou des couples qui ont plusieurs années d'expérience, cette grande joie se construit avec le temps. Du coup, pour le moment, la joie du début, après quelques années, plus d'expérience, plus d'intimité, sera de plus en plus. Non, mais je suis d'accord avec vous sur la joie. Mais, je vais être plus concret, Thébaldo et Thérèse. Je vais être plus concret. Est-ce que toutes les positions, par exemple, sont validées par l'Église ? Et qui se pose la question de savoir est-ce que les positions sont validées par l'Église ? Bien sûr. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui se posent la question. Vous ne posez pas la question. Thérèse, on vous pose certainement la question au cabinet. Mais oui, mais justement, moi, ce que j'invite, quand on parle de liberté, il faut aussi que les catholiques ne soient pas dans un rapport... Je ne parle pas de formatage. Infantile par rapport à la religion. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est permis, défendu ? À un moment, on est libre et on va se dire cet amour aussi librement. Il y avait un curé qui avait publié un catalogue de positions autorisées. Mon Dieu, heureusement que je ne suis pas les prescriptions de l'Église. Ça doit être terrible, dis donc, de se dire ça dans le Thébaldo Benseguera va nous renseigner. Je n'ai pas. La créativité, de l'imagination, de la fantaisie, c'est essentiel pour un couple heureux. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Après, est-ce que dit l'Église ? Et alors, on parlait tout à l'heure de domination. Mais j'aimerais bien revenir là-dessus. C'est-à-dire qu'à un moment, on a fait aussi, avec tout ce qui est théologie du corps et tout ça, une idée de la communion des époux. Moi, je comprends tout ça intellectuellement et tout ça. Mais il y a un côté un peu, parfois, un peu désincarné. Quand même, l'expérience sexuelle est quand même quelque chose d'assez sauvage, assez animal. Il y a une force, il y a une agressivité, il y a une domination, il y a parfois une soumission. Et tout ça n'est pas comme une espèce d'amour un peu platonique où ça ne marche pas si on est comme ça. Ça ne marche pas du tout. Combien de femmes n'ont aucun plaisir parce que leur homme n'est pas viril, ça veut dire n'est pas dans une assurance, qui n'ose pas aussi avoir un peu d'agressivité, mais dans le très bon sens du terme, d'avoir une force et la violence qui l'habite aussi. Donc, de pas être dans un amour désincarné, je pense que ça, c'est très, très important. Vous êtes d'accord, Thébaldo, avec ça ? Ce sont les mots de Thérèse Argot, surtout en ce qui concerne la violence et la force. Mais dans le bon sens du terme, il y a une belle la force, violence. Pas la violence, la force. Mais je dis violence dans le bon sens du terme, c'est-à-dire le caractère un peu sauvage, pas trop discipliné. Le gentil mari, il n'y a rien de pire au monde. Je pose la question, est-ce que ce n'est pas ce que recherchent les hommes dans la pornographie ? C'est le côté sauvage, disparu d'une certaine façon de sociétés qui sont dévirilisées. Oui, moi je pense en tout cas. À tous les niveaux, la société est dévirilisée. Est-ce que Thébaldo, là, il n'y a pas un point névralgique important. Finalement, il n'y aurait peut-être pas de porno dans des sociétés qui seraient beaucoup plus viriles. Moi, je vous suis totalement là-dessus. Thébaldo Benseguera. Non, parce que beaucoup de personnes font remonter le développement de la pornographie à l'expansion de la production de masse. Comme quoi, le besoin d'arriver à vendre un pneu ou une voiture avec une pin-up à côté ne tient pas tellement de la société virile ou pas.
il y a une raison économique qui historiquement peut se lier au développement de la pornographie. Ça, d'accord, du côté du consommateur, du business, voilà, du côté du producteur, surtout, mais le consommateur, qu'est-ce qu'il recherche? Et surtout, il y a, je veux dire, pour répondre aux observations que faisait Thérèse Argot avec ce clivage homme-femme, il y a encore une fois, combien de fois, cette complémentarité homme-femme dont parle l'Église. Si après, dans une certaine culture française du XXIe siècle, ça se traduit comme ça, très bien, c'est probablement ça. Là encore, arriver à comprendre la différence qu'il peut y avoir entre un message assez universel du pape, du Saint-Siège, mais après, que peuvent faire au niveau local des conférences épiscopales, des curés. Attention, c'est complètement différent. Le texte qui a été produit par la conférence épiscopale des États-Unis d'Amérique ne peut probablement pas être reçu de façon aussi efficace en Afrique ou en Asie. Là, ce sont les évêques qui vont se nourrir sur certains... On reste dans un contexte français ou européen sur ce caractère sauvage dont parle, c'est-à-dire l'aspect finalement. C'est dommage, on ne peut pas continuer, mais ce sera une dernière remarque de Thérèse Argot, puis on reprendra une autre fois. Parce que j'appuie d'autant plus ce que vous êtes en train d'insinuer comme idée, parce qu'on voit que la pornographie qui est consommée aujourd'hui est une pornographie extrêmement violente et agressive à l'encontre des femmes, que celle que les femmes consomment est aussi une pornographie agressive à leur encontre, et donc se rejoue au travers des fantasmes, au travers de l'imaginaire, quelque chose qui ne peut pas se vivre dans notre société au nom de l'égalité et voilà. Donc en fait, il y a vraiment, ça dit quelque chose aussi de notre société et qu'il faut absolument écouter de toute urgence. Allez, vous reviendrez. Merci beaucoup à tous les deux. On est obligé de s'arrêter. Thérèse Argot, Une jeunesse sexuellement libérée ou presque, aux éditions Albin Michel. Merci d'avoir été des nôtres ce matin, sexologue. La pornographie, qu'en dit l'Église, avec 3 cardinaux qui se sont mobilisés autour de Tebaldo Venceguera. C'est aux éditions Pierre Tecky. Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotre-dame.com. Merci Ludivine.